Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro de Café Débat en deux parties qui va se consacrer notamment à la question de la pêche qui est aujourd'hui, on va dire, menacée par certaines activités nocives des hommes. Il s'agit de l'agression de la mangrove un peu partout dans la capitale, le littoral qui est agressé par ceux-là qui se permettent justement de construire des maisons sur ces larges, mais pourtant avec la complicité de certains agents publics, du ministère de l'Habitat, mais aussi des responsables locaux dans les quartiers, dans les communes. Le cas de Yimbaya qui donc a fait objet d'une sorte d'alerte de notre part ici et depuis plusieurs jours a finalement attiré l'attention des autorités puisque les ministres des pêches et de l'économie maritime, le ministre de l'environnement se sont rendus notamment à Yimbaya où plusieurs personnes ont agressé la mangrove, ont remblayé cette zone réservée pourtant à la reproduction des espèces aquatiques, halieutiques, j'allais dire, et qui ont construit des domaines, des maisons là. Et il s'est trouvé que les autorités ont annoncé la démolition de ces maisons, sauf que les machines de démolition se font attendre à ce niveau. Et pendant ce temps, les pêcheurs artisans sont en colère et ont décidé de porter plainte contre X pour les dommages créés à l'activité de la pêche artisanale dans ces zones. Et pour en parler, je reçois déjà sur ce plateau et dans cette première partie d'émission, Idrissa Kallo. Il est acteur de la pêche artisanale et il est le chargé de communication et aux affaires extérieures de la FEGIPA, la Fédération guinéenne de la pêche artisanale. Kallo, bienvenue sur ce plateau. Merci, M. Gallo. Merci surtout de la disponibilité. Et je rappelle que dans la deuxième partie de cette émission, nous allons aussi parler de l'affaire attaque du domicile privé d'Alpha Condé, le président de la République, le 19 juillet 2011. Et c'est lui qui sera notre invité, et quelqu'un qui a été condamné dans cette affaire. Il s'agit de Almami Agibou Diallo. Il a donc été arrêté dans cette affaire d'attaque du domicile du chef de l'État en 2011, condamné à 15 ans de prison en 2018 et il aura passé presque 8 années derrière les verrous. Il sera sur ce plateau après sa libération et suite à la grâce présidentielle qui leur a été accordée. Il nous fera un témoignage sur ce long séjour qu'il a passé en prison et au cours duquel séjour il a même fini par écrire un livre, au cours duquel séjour il a appris un certain nombre de choses, les contextes de son arrestation. Il reviendra sur un peu toute cette situation, mais dans la deuxième partie de notre émission. Alors déjà, dans cette première partie, je reste avec Idrissa Kallo pour parler de pêche artisanale, de la destruction des mangroves. D'abord, en termes clairs, c'est quoi les mangroves? C'est quoi l'intérêt de ces mangroves sur l'activité de la pêche? On sait que déjà quand on les détruit, c'est pas bon pour l'environnement parce que la mer un jour ou l'autre va nous envahir. Mais sur l'activité de pêche, parce que c'est vous qui vous plaignez, quelle est l'importance de ces mangroves-là? Et d'abord, avant tout ça, est-ce que c'est vrai aujourd'hui que sur tout le littoral, la mangrove est menacée aujourd'hui, est en train d'être détruite progressivement? Oui, effectivement, M. Gallo, sur tout le littoral, la mangrove, elle est menacée. Mais pour revenir à votre question, la mangrove, c'est la forêt qui est au bord de la mer, qui est en contact direct avec l'eau salée. Cette mangrove, quand c'est la montée de l'eau, vous allez voir que les racines sont dans l'eau. La marée basse, vous allez voir que les racines sont à l'air. Donc, c'est cette mangrove qui sert à filtrer l'eau pour les débris qui sont dans l'eau là, parce que le poisson n'aime pas la saleté. C'est cette mangrove c'est le lieu de reproduction des poissons. C'est le lieu que le poisson vient se reposer. C'est le lieu où le poisson vient manger. Donc, c'est forêt qui doit être protégée. Vous savez, même de façon, quand vous prenez l'environnement, c'est l'érosion côtière, c'est cette mangrove, l'agression de la mer, qui protège les côtes et à la terre. Donc, il faut que cette mangrove vraiment soit protégée, parce que beaucoup d'espèces, beaucoup d'oiseaux prennent leur vie ici.
à côté de ces mangroves. Et aujourd'hui, il s'est trouvé que le cas de Yimbaya a attiré l'attention. Et c'est vous qui avez sonné l'alerte, parce que c'est vous qui avez alerté les médias pour dire attention, ici au port, c'est le port Kinssi. Le port Kinssi. Le port Kinssi de Yimbaya, les gens ont construit des maisons de sorte qu'ils ont quitté la terre ferme, ils sont venus jusque dans la boue là. Pour parler en français facile, cette boue là qu'on appelle donc la mangrove avec cette forêt là, ils ont détruit, ils ont remblayé, ils ont construit des maisons. Oui. D'autres ont construit des écoles, je pense. Mais quand on regarde sur le terrain, c'est des grosses maisons, c'est des villas, c'est des clôtures, et certains ont pris au moins 3 ans. Alors moi, la question que je pose, comment ça s'est fait quand même que depuis 3 ans, les gens ont construit sur cette mangrove là, ils ont défriché, ils ont remblayé. Et pourtant, il y a un port à côté, vous ne vous êtes pas rendu compte et vous n'avez pas dénoncé jusque maintenant. Monsieur Diallo, le problème de l'urbanisation des domaines publics maritimes, c'est une question qui interpelle les acteurs de la pêche artisanale. Ce n'est pas seulement à Yimbaya, je vous ai dit. Tout le littoral. Quand vous prenez Boké, vous allez à Bofa, Duberika, Koya, Forcaria, plus les 5 communes de la ville de Conakry, c'est le littoral guinéen. C'était entouré de la forêt de la mangrove. Mais au jour d'aujourd'hui, cette mangrove-là est en train de disparaître. Il y a certaines communes même qui ont perdu leurs mangroves. Donc vous avez vu, l'urbanisation de ce domaine public maritime-là nous a interpellés. Vous savez, les activités de la pêche sont menacées. Pas seulement ces mangroves, même les sociétés minières, les sociétés des industries qui sont installées. Vous avez vu que toutes ces sociétés et les industries là sont tous aux côtes. Donc, et déversent des déchets. Dans la mer. Vous voyez tout ceci là. Tout le monde vient aussi au bord de la mer. J'ai pris le cas de Boké jusqu'à Conakry. Tout le monde veut être à côté de la mer. Ces sociétés aussi, tout le monde veut être là. Donc, quand les gens viennent, il faut qu'ils soient logés, il faut qu'ils soient nourris. Mais pour les nourrir, on peut prendre de nourriture de l'extérieur. Mais pour les loger, il faut qu'on arrive à construire. Mais l'urbanisation cause les gens, compte tenu des moyens, les gens ne peuvent pas construire des étages. On ne construit que des villas. Donc vous avez vu qu'on a fini à construire sur la terre. Les gens veulent maintenant venir au niveau de ces bordures de mer, de ces côtes-là, pour faire des constructions. Donc ces constructions... Donc, le cas de Yimbaya, je reste encore là-dessus. Comment ça s'est fait que les gens ont pris 3 ans en train de construire, les artisans pêcheurs n'ont pas attiré? Ou est-ce que déjà depuis 3 ans, vous êtes en train de dénoncer, on ne vous a pas écouté? Non, ce n'est pas 3 ans. Je vous ai dit, ça fait 10 ans de cela. On ne fait qu'interpeller l'État. On ne fait qu'interpeller l'État là-dessus. Mais le cas de Yimbaya est devenu plus grave. Le cas de Yimbaya est devenu plus grave. Parce que, pourquoi le cas de Yimbaya est devenu plus grave? Conakry, 5 communes. Commune de Kaloum, on n'a plus de mangroves. Il n'y a plus de mangroves. Il n'y a plus de mangroves. Il y en avait, mais à Matam, il n'y a plus. À Dissine, il n'y a plus de mangroves. Mangroves reste dans les 2 communes. La commune de Ratoma, la plus grande partie est partie. Il n'y a plus de mangroves. À cause des constructions depuis Kaporo jusqu'à Somfonia. Par les Chinois, donc, il n'y a plus. Donc, la plus grande qui reste pour nous, c'est dans la commune de Matoto. Donc, c'est cette partie encore qui est en train d'être urbanisée par le ministère de l'Habitat. Donc, parce qu'il y a des agents de l'habitat qui sont impliqués dans ça. Ceux qui sont impliqués sont venus aménager cette partie en voulant vendre aux particuliers. Donc, c'est ça qui a fait qu'on s'est dit, il faut qu'on se lève. Et quelle est la conséquence donc, de ça? Il est temps. La conséquence de cela, on ne parle même pas de ce que ça va faire. On ne le souhaite pas. S'il y a des inondations. Des inondations, ça arrive. Si c'est des inondations, c'est les mangroves qui empêchent l'eau, en tout cas, d'envahir la partie continentale. La partie terre. Donc continentale. Mais
sur l'activité que vous faites. Il y a beaucoup de gens dans la pêche artisanale. Des choses comme ça, quelle est la conséquence? Est-ce que ça va diminuer la quantité de poissons que vous pouvez pêcher, parce que c'est là où les poissons se reproduisent? Quelle est la conséquence sur vos activités? C'est les espèces, c'est beaucoup d'espèces de poissons qui vont disparaître. Parce que je vous ai dit que c'est les lieux de reproduction, c'est les lieux là où le poisson va venir se nourrir. Vous savez, le poisson qui est... Vous savez, le poisson... Oui. Surtout le poisson qui est plus connu chez nous, c'est le poisson concoï, le massaron. Le concoï. Tout le monde, même l'enfant qui vient net, connaît le concoï guinéen. Donc, ce poisson-là se nourrit de la boue. Des crabes. Donc les concoïs se reproduisent par exemple dans les mangroves. Dans les mangroves. C'est leur milieu de vie, de reproduction. Donc s'il n'y a pas de mangrove, il n'y aura pas de vie de ces concoïs. Et il y a le poisson, la vie des poissons, c'est une chaîne. Vous avez vu l'espagnol qu'on appelle bonga, mange crevettes. L'espagnol, la bonga qui est aussi mangée par le sinapa qui est mangé par kuta, les barracudas aussi qui sont mangés par les sereki. Donc c'est une chaîne. Donc si l'un d'eux disparaît, il y a forcément diminution de l'autre espèce. Donc il y a aussi des espèces de mammifères qui sont menacées, qui sont en voie de disparition et qui sont à cause de la disparition de la mangrove aussi. À cause de la disparition de la mangrove et à cause de saleté, des plastiques qui sont en mer, parce que eux ils sont des mammifères, donc ils respirent comme l'homme. Donc deux fois il faut qu'ils sortent dans l'eau. Des plastiques sont là pour les empêcher de respirer. Donc s'ils n'arrivent pas à respirer, parce que eux ils ne se reproduisent pas beaucoup, donc s'ils n'arrivent pas à respirer, ils vont mourir. Donc ceux-ci là, ils sont en train de s'éloigner de la Guinée. Donc c'est les espèces qui sont là pour la régulation alimentaire de ces autres espèces de poissons. Donc si on est en train de menacer nos eaux comme ça là, nous allons perdre nos poissons. Et bizarrement, les autorités se réveillent à la dernière minute. Il a fallu que vous alertiez encore, que vous nous informiez, les médias encore. Nous on a fait 2 jours, 3 jours d'emblée de focus sur Yimbaya. La RTG aussi a fait 3 jours, on vous a vu même à la télé, à la RTG dans la pirogue, en train de visiter la zone. Et le ministre de l'Environnement, Oyegui Lavogi, est venu sur les lieux avec Frédéric Loa des pêches. Ils ont dit que c'est une situation grave et que le lendemain déjà, on va amener les machines pour démolir ces maisons. Aujourd'hui, quel est le constat? Est-ce que les machines sont arrivées? Est-ce qu'on est en train d'interpeller les gens qui ont construit sur les lieux? Et vous-même, les pêcheurs artisans, vous avez décidé de porter plainte contre qui? Nous avons porté plainte contre X pour destruction, dégradation poussée de nos mangroves. Parce que qui parle de pêcheurs artisans? Parce qu'il y a poisson. S'il n'y a pas de poisson, on ne pourra pas parler de l'activité de pêche. Donc, tous ceux qui ont construit illégalement, tous ceux qui ont détruit nos mangroves, il faut que la loi soit dite dans ce sens. C'est pour cela que nous voulons que nous soyons dédommagés dans nos activités. Il faut qu'on pousse ces activités. Nous remercions la presse privée et la presse nationale et qui ont fait une contribution pour que ces autorités-là puissent se lever, puissent venir sur le terrain, voir les réalités. Les 2 ministres sont venus sur le terrain, le ministre de l'Environnement, le ministre de la Pêche, mais on voudrait que les 2 autres ministres, le ministre de l'administration du territoire et le ministre de l'Habitat, il faut que tout ceci là vienne sur le terrain. Parce que, voilà, l'habitat est cité, le chef de quartier est cité, la commune est citée. Donc, leur ministère tutelle, c'est le ministère de l'administration. Il faut que tout ceci là vienne. Il faut qu'on forme une équipe de synergie pour combattre ce fléau. Si on ne le fait pas, on risque de ne plus avoir de poissons. Bien. Déjà, les ministres sont venus. Oyegui Lavogi, Frédéric Loa, j'ai dit tout à l'heure, ils ont annoncé qu'on enverra les machines pour démolir. Pour l'instant, il n'y a pas de machine? Non, on constate aussi, ce qu'on est en train de constater sur le terrain, on constate d'autres choses, 2 poids 2 mesures.
Le ministre annonce que ceux qui ont fini complètement à construire, qui vont présenter leurs documents, donc il y aura des amendes à payer. Donc ceux qui n'ont pas fini de construire, on va démolir tout ceci. Donc nous sommes ministre, le ministre de l'Environnement. Donc nous avons des inquiétudes par rapport à cette situation. Parce que il y en a qui ont construit dans l'eau, qui ont complètement fini. Donc il y en a qui ont... Mais carrément dans l'eau. Mais carrément dans l'eau, dans la mangrove. Donc si on laisse ceci, et ceux qui sont à côté de la terre, qui n'ont pas fini de construire, on enlève, comment on va reboiser la mangrove? Donc c'est une question. Parce qu'après il faut restaurer la mangrove. C'est une obligation. Nous allons suivre cela. Et je pense bien, le ministre lui-même, il en a parlé, il dit qu'il a fait cas. Il faut qu'on reboise la mangrove le long du littoral. Sur la démarche de Oye Guilavogui, il est en train de favoriser certains déjà à Yimbaya là-bas? Non, comme c'est un début, nous allons suivre ensemble. Nous sommes mobilisés. Je demande déjà à ceux qui ont déjà fini de construire, parce qu'on a vu un grand bâtiment là-bas qui ressemble même à une école. Oui. Donc on sait déjà que la personne là a mis beaucoup d'argent là-bas, mais c'est illégal parce que c'est sur la mangrove. Est-ce que ça veut dire que si Oye Guilavogui dit envoyer les papiers de vos maisons pour qu'ils donnent des frais, qu'ils payent de l'argent, ça veut dire qu'on ne va pas démolir leurs maisons. Par contre, d'autres, on va les démolir. Et ça va être du 2 poids 2 mesures. En même temps, ça ne va pas faciliter la restauration de la mangrove sur tout le périmètre qui a été envahi. Donc, c'est pour cela qu'ici, on veut forcément interpeller le chef de l'État. Le président de la République. Parce qu'on lui a vu en action à Demoudoula. On lui a vu, là-bas, on lui a vu en action, le président de la République. Donc on aimerait que réellement le président aussi vienne constater ce qui se passe. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures. On ne veut pas cela. Donc parce qu'ils ont été tous interpellés par écrit. Bien. Le ministre de l'Environnement, le ministre de la Pêche, le ministre de l'Habitat, ils ont été tous interpellés par écrit. Mais il a fallu que la presse s'intéresse, que les ministres soient sur le terrain. Bien. Le cas de Yimbaya est un cas parmi tant d'autres. Peut-être qu'il y a des cas devant lesquels vous êtes impuissants parce que c'est l'État même qui vend ces domaines maritimes-là. Oui. Quand vous partez en ville aujourd'hui, à Kaloum, le gouvernement même a fini de vendre toutes, les côtes. Non, il faut voir les hôtels. On a vendu à des Arabes. Hôtel Ononomou aujourd'hui. Voilà. Ainsi de suite. On a construit sur les côtes aussi. J'imagine que c'est le cas. L'extension du port autonome. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais en ce qui concerne maintenant l'intérieur du pays, à part Yimbaya, vous avez parlé de Koya, vous avez parlé de Breka, ainsi de suite. Et donc, est-ce que vous allez mettre sur la place publique d'autres situations comme ça, qui ressemblent à Yimbaya, à part Yimbaya, peut-être à l'intérieur du pays, pour que les autorités viennent et qu'on essaye de sauver l'environnement, mais sauver aussi l'activité de pêche? C'est pour cela qu'on appelle tout le monde à s'associer de notre activité pour lutter contre ce phénomène. La société civile seulement, les députés. Parce que quand vous remarquez l'installation des sociétés minières qui se passe à Boké, ils sont en train de détruire nos mangroves. À Boké, ils sont en train de détruire les mangroves. La construction des ports à eau profond, en train de jouer sur les activités de la pêche artisanale. Je vous parle encore le cas précis des tombeaux, centrales de tombeaux. L'huile de tombeau, l'huile de centrale de thermique de tombeau, l'huile là est déversée en la mer. Donc c'est une menace pour la pêche, les poissons, les ressources halieutiques. Donc, ce n'est pas seulement Yimbaya, mais à travers Yimbaya, nous allons faire le tour du littoral. Et montrer d'autres situations aux partenaires, aux députés, sociétés civiles, pour qu'ensemble, qu'on puisse lutter contre cela. Bien. Et nous, on sera là en tout cas pour révéler tout ça, pour être témoin de tout ça et attirer l'attention des décideurs publics. Merci Gallo d'être passé. À très bientôt. Merci M. Gallo. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, aimables téléspectateurs, nous sommes donc à la phase de
la pause thé. Et derrière la pause thé, dans la deuxième partie, comme annoncé, je recevrai tout à l'heure Almami Agibou Diallo. Il a été condamné dans l'affaire attaque contre le domicile privé d'Alpha Condé le 19 juillet 2011. Il va témoigner de ses 8 ans d'emprisonnement. Et tout de suite dans la deuxième partie. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Je l'ai annoncé tout à l'heure, dans cette deuxième partie, nous parlons de dossiers judiciaires, notamment l'affaire attaque du domicile du président de la République Alpha Condé. Vous vous rappelez, à peine élu à l'époque, en 2011, notamment le 19 juillet 2011, le domicile donc du chef de l'État essuyait une attaque nocturne et Almami Agibou Bari est l'une des personnes qui ont été... Almami Agibou Diallo, pardon, a été une des personnes arrêtées à l'occasion de cette attaque et après le procès condamné pour 15 ans de prison. Il aura passé 8 ans ou 8 ans et demi en tout cas, un peu plus de 7 ans en prison justement. Il témoigne de ce long séjour en prison, de ce qu'il y a vécu, ce qu'il y a retenu comme leçon et qu'est-ce qu'il a en vue comme perspective pour ce temps de liberté qu'il est en train de vivre maintenant. Sur ce plateau, Almami Agibou Diallo. Agibou, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci. Merci. Vous pourrez bien élever un tout petit peu la voix, ce serait important pour les téléspectateurs. D'accord. D'abord, voilà, vous soufflez les premiers vents de la nouvelle année 2019. À peine l'année s'annonce, vous bénéficiez d'une grâce présidentielle et vous goûtez à la liberté. Bonne année à vous. Merci. Et première question, qu'est-ce que vous avez ressenti en sortant de prison et en bénéficiant de toutes les libertés possibles que vous n'aviez pas derrière les verrous, notamment à la prison centrale, si c'est là-bas que vous étiez? C'est bien sûr à la même centrale que j'étais. L'émotion, elle a été intense. C'est pas facile à décrire. Parce que quand tu étais à un moment privé de tout et que tu te retrouves subitement libre de faire ce que tu veux, dans la jouissance d'aller-retour, c'est pas facile à décrire. Bien que c'est intense, la joie elle était vraiment intense. Et en même temps, je remercie Dieu qui à cause de qui a rendu cette grâce possible, et qui nous a permis de tenir, nous a donné la foi et le courage de tenir la prison. Donc j'ai beaucoup remercié Dieu. Après, j'ai remercié mes parents. J'ai remercié les avocats qui ont fait preuve de professionnalisme lors du débat, qui ont tout laissé, abandonné tout pour nous défendre, nous encourager à tenir jusqu'à la fin du procès. Et même après le procès, ils passaient souvent à la main centrale, nous réconforter le moral. Donc j'ai pensé aussi à toutes ces personnes qui m'ont soutenu durant ces longues et périples aventures. Donc je les ai remerciés tous au fond du cœur. C'était la joie de retrouver sa famille, ses amis, la joie d'être libre, d'aller faire ce que tu veux, téléphoner, voir ses amis. C'était intense, pas facile à décrire. Pas facile à décrire. Oui. Et vous aurez passé combien d'années exactement en prison? 8 ans et demi, 7 ans, 9 ans? Si je compte depuis le premier jour où j'ai franchi le seuil de la porte de la maison centrale jusqu'à ma libération, j'ai fait 7 ans, 6 mois. 7 ans, 6 mois oui, en prison. En prison. Et vous n'avez plus eu la possibilité de ressortir de la cour de la maison centrale. Vous avez fait 7 ans dans cette cour. Oui, et lors de procès, on sortait. Juste pour aller... oui, et j'ai eu l'occasion aussi de sortir à 2 fois pour aller à cause de mes yeux, parce qu'il me fallait faire la réfraction et me donner de nouvelles lentilles.
Donc j'ai eu la chance de sortir à 2 reprises pour aller à Donka, au centre Kadesso, pour le traitement. Bien. Et alors, moi, je vais revenir sur le contexte de votre arrestation, parce que j'ai comme constaté une certaine confusion. On nous apprend que vous avez été arrêté avant même l'attaque du domicile. Or, c'est à cause de l'attaque que vous avez été jugé et condamné. Vous avez été arrêté avant l'attaque, c'est vrai? C'est exact. Et comment c'est arrivé que vous soyez arrêté avant l'attaque et le lien qu'on a pu faire entre l'événement qui n'était pas encore arrivé et le fait qu'on vous avait déjà arrêté avant? Pourquoi nous avons été arrêtés? Ça, je pense que ce n'est pas à moi de répondre, c'est à ces personnes qui ont jugé nécessaire ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui les a motivés à nous arrêter avant l'attaque? Mais ce que je sais, j'ai été arrêté avant l'attaque. J'ai été arrêté le 11 juillet 2011. Et l'attaque a eu lieu le 19 juillet? L'attaque a eu lieu le 19 juillet. Donc ils avaient comme prétexte que j'ai loué des pick-up. J'ai été intermédiaire entre Dame Fatou Bayar et un certain lieutenant Morikaba qui était un collègue de service dans la location des véhicules pick-up. Donc, et que d'après eux, que ces véhicules ont servi de transport d'armes et de denrées alimentaires qui devraient servir à des étrangers qui sont venus en Guinée pour envahir la Guinée. Donc c'était vraiment ridicule. Mais après toute enquête, ils n'ont pas vu d'étrangers, ils n'ont pas vu d'armes, mais cela ne les a pas empêchés de nous retenir et de nous mêler à cette situation qui est l'attaque du domicile du président de la République. Et comment ça s'est passé sur le 11 janvier 11 juillet. Juillet, pardon. C'était à 10 h du matin, on m'a appelé, mon directeur m'a appelé, il m'a dit qu'il a besoin de moi. Je lui ai dit ok. Bon, bien avant le 11, depuis le 11 c'était un lundi je pense. Donc le samedi, il avait sollicité à me rencontrer. Bon, je pense que c'est depuis le samedi qu'ils voulaient m'arrêter, mais ils n'ont pas eu l'occasion. Peut-être qu'ils n'étaient pas bien préparés ou... Bon, le samedi, il m'a appelé, il m'a demandé où je suis. Je lui ai dit que je suis à Amdallah. Il dit, ah, je voudrais te voir. J'ai dit, maintenant, là, il dit non, demain matin, le dimanche, on peut se voir. Donc, le matin, dimanche, je l'ai appelé, j'ai dit où tu es. Il me dit non, qu'il est allé à une cérémonie, mais après la cérémonie, qu'il va m'appeler, je vais aller le joindre chez lui à domicile à Taouya. J'ai dit, ok. Le soir, il ne m'a pas appelé. Moi aussi, je ne l'ai pas rappelé. Le lendemain, lundi, il m'appelle. Le matin, il me dit, où tu es? J'ai dit, je suis à la case Bellevue, à la maison, parce que j'étais logé à la case Bellevue. Quand j'ai répondu, il me dit, viens en ville, je suis au bureau, j'ai besoin de toi. J'ai dit, ok. J'ai pris ma voiture, je suis allé au bureau. Arrivé, je l'ai trouvé dans son bureau, il m'a dit, salut, ça va, tu vas bien? Ok. Assois-toi un peu, tu m'attends. Je suis resté à l'attente. Il m'a vu en train de manipuler mon téléphone, il me demande, ah, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ah, je manipule mon téléphone. Il dit, tu as quelle marque? Il dit, passe-moi, je vais voir. Je l'ai passé le téléphone. Après, il a gardé le téléphone un instant, il l'a mis dans sa poche, il est sorti. J'ai voulu réagir, dire, ah, mais pourquoi tu envoies mon téléphone? Mais bon, je me suis calmé. J'ai dit, peut-être il va revenir tout de suite. Après un bout de temps, j'ai voulu sortir, aller rechercher. Il y a des collègues de service, qui étaient des militaires, qui m'ont empêché de sortir. J'ai dit, mais c'est inhabituel, on ne me barre pas la route. Et le gars me dit non, il faut attendre, c'est le DG qui t'a dit d'attendre, certainement il a besoin de toi, tu dois faire un travail pour lui. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, puisque je ne me reprochais de rien, je ne pensais pas à ce genre de trucs, je suis resté. Après quelque temps, je vois des militaires débarquer, ils me demandaient si c'est moi le Mami Agibou, j'ai répondu oui. On me dit bon, le chef d'état-major a besoin de toi. Les militaires, il y avait un certain commandant Gouli et d'autres militaires que je ne connaissais pas les noms. Mais c'était moins gradé. Le plus gradé était le commandant Gouli, qui se disait secrétaire général de l'état-major général des armées. Donc, au lieu de continuer pour aller à l'état-major, on est descendu au bunker. Arrivé au bunker, il me dit, tu as été intermédiaire entre Dame Fatou et une autre personne là pour la location des véhicules? Je dis oui. Il dit, bon, les véhicules, c'est moi qui suis responsable de ces véhicules, ils ne m'appartiennent pas, mais je suis le représentant du propriétaire ici. J'ai dit, il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'il y avait? Il me dit, non, ce n'est pas à toi de me poser des questions, plutôt à moi de te poser les questions. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc il me dit, où se trouvent les véhicules? On aurait appris que les véhicules ont eu un accident. J'ai dit, ah non, je n'ai pas cette information. Et d'ailleurs, depuis hier, j'ai remis les véhicules au propriétaire. Mais vu qu'il n'avait pas où garer les véhicules, il se faisait tard, il m'a demandé de l'aider à garder les véhicules. Au matin, il viendra les chercher.
Bon, moi je n'avais pas, parce que je ne pouvais pas les garer à la case Belleville, ce n'était pas autorisé. Il y a un ami du nom d'Ibrahim Idjatou Bari qui s'est proposé, il dit qu'il peut garder les véhicules à condition qu'on lui passe une voiture pour qu'il roule la nuit. Je dis, il n'y a pas de problème, c'est avec toi et le lieutenant Mori. Il a dit qu'il va garer les véhicules, le matin je viendrai chercher. Il est allé les garer à Koza. Moi je ne savais pas si c'était à Koza. Il a fait ses courses la nuit. Le matin, quand on m'a arrêté, quand j'ai expliqué l'histoire, on m'a dit maintenant où se trouvent les véhicules. J'ai dit bon, je ne sais pas où se trouvent les véhicules, mais vous me donnez mon numéro, mon téléphone, j'appelle le lieutenant, il va me dire où se trouvent les véhicules. Parce que lui, déjà, il est en contact avec Ibrahim Idjatou. On m'a donné le téléphone, je les ai remis le numéro, ils ont appelé le lieutenant Mori, il a dit qu'ils sont à Koza. Donc d'indication en indication, on s'est retrouvé au lieu. Arrivé 5 minutes après, je vois la gendarmerie, différents corps débarqués, armés, ils ont encerclé la cour. Oui, oui. Bon, au début, j'ai eu peur quand même, parce que voir des militaires investir un lieu. On est rentré, j'ai vu les véhicules, c'était intact. J'ai dit, voilà les véhicules, donc il n'y a rien à s'alarmer. Maintenant, je peux rentrer. On me dit, non, il faut attendre, le chef d'état-major a besoin de toi. J'ai dit, moi, le chef d'état-major? Ils disent, oui, ok, d'accord, on peut aller. On est allé à Lemga, arrivé. On est rentré vers 14h, 15h, 16h comme ça. Je ne maîtrise pas l'heure exacte, mais c'était vers la soirée. Arrivé, on est rentré, on nous a mis dans un bureau. Je ne suis sorti que le 14, la nuit du 13 au 14 nuit, pour être amené à la brigade ville. De la brigade ville, on est resté 2 semaines, du 14 jusqu'au 23, je pense, si c'est 2 semaines, du 14 jusqu'au 23, avant que la BIJ n'envoie des militaires. Et à la tête de cette délégation, il y avait le colonel Tamba Gabriel, qui est venu en personne avec des gendarmes. Il nous a menés au PM3. Donc c'est comme ça. Je me suis retrouvé dans la situation. Et finalement, l'attaque arriva. Vous étiez déjà en prison. En prison. Est-ce que vous avez compris cette incohérence? Est-ce que vous avez compris ce décalage? Oui, justement. Est-ce qu'on a pensé que vos actions étaient des actions préliminaires à l'attaque, mais ça n'a pas quand même servi à empêcher l'attaque? Vraiment, si c'est vrai que mes actions étaient préliminaires à l'attaque, si c'est vrai tout ce qu'ils ont dit sur moi, que j'ai transporté des armes, que j'ai transporté les denrées alimentaires, j'ai caché les armes que je devrais donner aux assaillants, à mon arrestation, ils auraient dû trouver ces armes. Parce qu'ils sont allés investir les lieux supposés être les endroits où les armes étaient gardées. Donc, ils auraient pu trouver à temps, parce que personne n'était informé de mon arrestation, ni ma famille, ni mes collègues, personne d'autre. Aucun autre service n'était au courant de mon arrestation, à part les services sociaux, la présidence et l'état-major. Et même l'état-major, c'était le cercle restreint du général Kelefa, paix à son âme. Donc, si c'était vrai, j'avais fait ce qu'on me reprochait, on aurait dû trouver les armes. Parce qu'ils sont allés trouver les denrées alimentaires. Les denrées étaient là, mais on n'a pas trouvé les armes. On n'a pas trouvé d'assaillants. Et ainsi, après, il y a eu le procès, ça a duré le temps que ça a pris, et vous vous êtes défendu comme vous l'aviez pu, à travers vos avocats, vous et tous les autres accusés, Fatou Badiar, AOB et tous les autres dont on ne connaît pas le nom. Voilà, et puis il y a Baouri qui était, lui, hors du pays. Et puis, voilà, on vous enferme pour 15 ans, mais vous n'aurez passé que 8 ans, vous avez dit 7 ans, 6 mois en prison. Et voilà, l'essentiel de cette émission, c'est de témoigner de ce que vous avez finalement vécu en prison. Et je l'ai dit, entre-temps, vous avez écrit un livre, sans doute qui n'est pas encore édité, qui n'a pas encore paru. Alors oui, c'était quoi la vie du prisonnier depuis 8 ans en prison? Parce que certains ont vu votre photo sur Facebook, ça a déclenché une causerie. On disait que c'était... Est-ce que vous étiez des prisonniers VIP? Parce qu'on a l'impression que vous étiez bien traités, comme si vous étiez logés dans des villas et pas en prison. Parce que les gens ont en tête que, voilà, en prison, on y sort complètement défiguré, abattu, peut-être déconstruit. Comment vous avez vécu cette prison? Si c'était vraiment possible de les inviter à passer quelques jours à la maison centrale, ça allait être une très bonne chose, parce qu'ils auraient compris dans quoi nous étions et dans quoi nous sommes sortis. Mais très malheureusement, qu'on ne peut pas. Tout ce que je peux leur dire, quand un homme ne se sent pas responsable de quoi on l'a accusé, quand un homme croit à son innocence comme il croit à l'existence de Dieu,
il peut surmonter toute épreuve. Donc tel a été notre cas. On s'est battu moralement et on a pu survivre grâce à... Donc le poids de ces 8 années de prison a pesé plus sur vous en quoi? Vous a affecté psychologiquement ou physiquement? Vous avez été brutalisé ou c'est... Non, à la maison centrale, personne ne peut parler de la torture physique. De torture. Ça, je peux témoigner de ça. Vous n'avez pas été torturé? Je n'ai jamais été torturé à la maison centrale de ouais. Conakry. Je précise, à la maison centrale de Conakry. Depuis que je suis rentré, je n'ai pas été torturé physiquement. Mais il y a des tortures morales. Il y a des trucs qui te poussent parfois à te rébeller. Mais avec le temps, nous avons pu gérer cette colère. On est devenu plus sage. En un mot, la prison nous a assujettis. Donc, c'est ça. C'est pour cela que Dame Fatou Badiar a dit que la prison, c'est une école. Oui, justement, c'est une école parce qu'on apprend tout. On apprend à gérer sa colère, on apprend à gérer d'autres personnes, on apprend à affronter une situation parce que la maison centrale, c'est comme, les moments sont comme des saisons. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas, après-demain, c'est plus que hier. Donc, c'est comme ça. À tout moment, on peut venir vous fouiller, aller voir des agents investir vos cellules à 22h ou à 6h du matin, vous vous réveillez, vous sortir de la cellule, d'abord en vous faisant des fouilles corporelles. On vous fouille, des gens qui mettent les mains là où ils ne doivent pas les mettre. Tu attends dehors, on vient, on dévalise tout, on renverse tout, à la recherche des téléphones ou des objets comme ils appellent prohibés. Après ça, ils quittent. C'est toi qui viens, tu ramasses tout, tu arranges tout, ton matelas, tout. Tu n'as aucun mot à dire. Vous savez, ça fait mal. Mais on ne pouvait rien. On était comme l'œuf et le caillou. Que le caillou tombe sur nous, l'œuf se casse, et l'œuf aussi tombe sur le caillou, se casse. Donc c'est comme ça. La première chose qu'on apprend, c'est la soumission. C'est ça, la soumission. La résignation. La résignation. Tu acceptes, tu vois des choses qui te font mal, mais tu ne peux rien. Tu acceptes. Et donc, il est arrivé, parce qu'on ne va pas retracer tout ce que vous avez vécu de jour en jour durant ces 7 ans, Ouais. Mais entre autres choses que vous avez pu faire, c'est d'abord d'apprendre. Bon, moi, je ne sais pas comment on peut passer 8 ans en prison, je ne souhaite pas en tout cas, hein. Même pour une semaine. Même pour 24 heures. Mais vous êtes arrivé à prendre des cours. Comment vous êtes arrivé? D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à demander à recevoir des cours? Est-ce que c'est parce que vous ne pouviez pas tenir tous les jours à ne rien faire, que de sortir dans la cour de la prison, passer la journée et rentrer se coucher? Alors vous avez demandé à prendre des cours. Et dans quelle discipline vous avez pris des cours? Il y a ça aussi, oui, pour ne pas passer tout ce temps à ne rien faire. Parce que plus tu passes du temps à ne rien faire, plus tu te mets à réfléchir, tu fais des soucis, des stress. Dès après la condamnation, vu le temps qu'on nous a donné, 15 ans, je me suis dit, c'est pas 15 ans, c'est pas demain que ça va arriver, c'est pas près, tout proche. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour me faire occuper? Donc j'ai pensé à une formation. J'ai écrit à l'administration pénitentiaire, d'abord au régisseur qui a fait un soit transmis à la direction. Ils ont accepté. J'ai contacté un cabinet d'audit qui se trouve en ville, géré par M. Koulibaly, que je vais remercier au passage, qui a été toujours là. Et j'ai eu des profs, M. Lama, M. Kamara, ceci là. Donc tout ceci venait difficilement rentrer à la maison centrale, vu que la garde, parfois, ils sont incompréhensifs. Le protocole, tout ça là. Mais cela ne les a pas empêchés de venir me dispenser des cours. Le cabinet d'audit m'a dispensé des cours en comptabilité. Et j'ai eu quelques amis aussi qui enseignaient dans des écoles et qui maîtrisaient aussi leur domaine, qui sont venus me donner des cours en réseau. Donc il y a un autre prof aussi qui se trouve à la Belleville qui donne des cours d'anglais. Il venait de temps en temps pour me donner quelques notions en anglais. Donc j'ai aussi un autre ami qui est plus que moi en infographie, c'est un Congolais. Il a pris son temps, il est venu, à chaque fois il venait me dispenser des cours en infographie pour augmenter ma capacité en infographie. Donc du coup j'ai fait tout ça là et je me suis dit qu'est-ce qui manque encore, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose, écrire ce que j'ai vécu, tout ça. Et ça c'est l'autre phase et qui m'amène à l'autre question. Vous avez, à part le fait que vous avez reçu des cours en infographie, en comptabilité, en réseau. Et dans ces disciplines là aujourd'hui, si on vous emploie quelque part, vous pouvez faire quelque chose parce que vous avez eu des renforcements des capacités. Renforcement des capacités, je ne l'ai pas pratiqué mais théoriquement je peux
colloques. Vous avez des notions. Oui. Et après, vous avez aussi écrit. Je l'ai dit, le livre n'est pas encore édité. En attendant quelqu'un qui va vous aider à le faire. Mais vous avez pris le temps d'écrire. Oui. Maintenant, c'était quoi la thématique, je veux dire, la situation que vous avez abordée dans ce livre que vous avez écrit? Est-ce que c'est le contexte de votre arrestation? C'est la vie au quotidien, en prison, que vous avez écrit dans ce livre? Ou c'est une autre réalité que vous avez dépeinte dans le livre que vous avez écrit? Tout le livre est basé uniquement sur le dossier du 19 juillet. J'ai commencé par mon arrestation, les endroits où j'ai été amené à passer des nuits difficiles, des moments très durs, la torture, jusqu'à la maison centrale. Ce que nous avons vécu le premier jour, les sentiments que j'ai eus quand j'ai appris que je devrais passer un bout de temps à la maison centrale. L'endroit où j'ai été logé pour la première nuit à la maison centrale, l'état des lieux, tout ça je l'ai décrit. Et le procès, les incohérences dans le procès, la bravoure des avocats, les difficultés rencontrées en prison. J'ai un peu encore parlé de mes co-détenus qui ont beaucoup subi. Il y a 5 d'entre eux. Et j'ai parlé du verdict. Et après le verdict, ce que j'ai subi en prison, comment nous avons tenu la prison. Et depuis que j'ai annoncé que j'ai écrit un livre depuis la prison, il y a eu pas mal de personnes. Il y a même eu une personne qui a participé à la machination du dossier 19 juillet qui est passé aux aveux. Il m'a contacté, il m'a expliqué pas mal de choses, mais je me réserve pour le moment que de vous dire, allez loger dans le livre à un moment donné. Je vais voir si je vais le mettre dans le tome 2 ou dans le tome 1. Et il y a eu aussi une nièce d'une personne qui a été torturée avec moi et qui a rendu l'âme, qui s'est confiée à moi quand je suis sorti. Elle m'a écrit sur Facebook. J'ai même fait des captures d'écran. Elle s'est présentée à moi. Elle m'a expliqué quand ils sont allés chercher son oncle. Elle a été arrêtée à la place de son oncle, emballée jusqu'à Kassa. Et ce qu'elle a subi à Kassa, qui l'a amenée à Kassa, et ce qu'on l'a dit de son oncle, soi-disant que son oncle n'est pas mort, qu'il est détenu à Kassa, elle nous a tout expliqué. Donc il y a pas mal d'informations autour de ça. Elle nous a donné le nom de celui qui l'a envoyé à Kassa et qui l'a abandonné à Kassa. Elle est rentrée d'elle-même, elle sait comment elle est rentrée, comment elle a été envoyée. Donc au moment venu, je pense, je vais voir si je vais mettre dans le tome 1 ou le tome 2, les gens seront édifiés là-dessus, comment les choses sont passées. Voilà. Donc un livre qui sans doute est riche de contenu, en tout cas sur cette affaire, depuis votre emprisonnement. Et aujourd'hui, vous, comme je l'ai dit, vous vivez les premiers moments de votre liberté. Et qu'est-ce que vous comptez faire après la prison? Est-ce que vous avez été recontacté? Parce que vous travaillez au renseignement général, c'est ça? Oui, je travaille au renseignement général de la filature. Et la filature. Oui. Est-ce qu'ils vous ont recontacté? Sinon, est-ce que vous comptez repartir là-bas travailler, ou qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir? Pour le moment, il n'y a pas eu de contact et je ne pense pas me retourner travailler là-bas. Mais est-ce que vos amis de là-bas, les anciens collègues, est-ce qu'ils viennent vous voir ou est-ce qu'ils hésitent à venir vous voir? Parce que Agibou, c'est désormais celui-là qui a été enfermé dans le dossier attaque contre le président, le domicile du président. Donc, ils hésitent à revenir vers méfiance. vous. Hein? Oui, il y a une certaine méfiance. Est-ce que vous vivez ça aujourd'hui? Vos anciens amis ont du mal à venir vers vous? Non, au fait, je comprends les amis, je comprends leur inquiétude. Et ceux qui ont eu le courage de venir me voir, me saluer, je les ai beaucoup remerciés. Il faut avoir un grand courage pour venir saluer une personne qui se trouve dans la même situation que moi aujourd'hui. C'est pas facile, vous savez, en Afrique, quand tu es en portefeuille avec l'État, tu deviens une personne non grata. Donc je les remercie beaucoup, ils sont venus, mais pour le moment, il n'y a pas eu de contact avec le service et moi. Et je ne compte pas aussi me retourner travailler là-bas. Et qu'est-ce qu'il y a en vue comme activité à venir? Pour le moment, je me consacre à ma famille. J'ai beaucoup de projets que je vais lancer bientôt. Mais pour le moment, je suis à la disposition de ma famille. Je cherche à me reconstruire. Parce que... Et justement, en parlant de reconstruction, 8 ans, voilà, 8 ans quand même, vous savez, 8 quelque ans. part dans un petit cercle, et puis vous ressortez, vous devez venir au quartier, vous devez vous réadapter. C'est facile la réadaptation? Elle n'est pas tout facile, vous savez, 8 ans, non seulement on augmente en âge, et les économies aussi s'envolent.
Donc, vous trouvez des gens maintenant qui étaient derrière, qui sont devant vous maintenant. Et moi, personnellement, vous savez, je suis actuellement en famille et depuis, disons, 2000, je vis seul. Mais là, je suis obligé de vivre en famille parce que je n'ai pas un local où je dois loger. Donc, je suis à la recherche d'un local. Je me reconstruis petit à petit. Après tout ça, là, j'ai pas mal de projets. J'aimerais me lancer dans d'autres projets, mais pour le moment, je me consacre à ma famille et à reconstruire ma vie pour mieux s'adapter. Parce qu'après la prison, c'est dur, c'est pas facile, mais on ne peut pas se mettre à se lamenter à tout moment. Dire que je gère. En tout cas, et d'autres disent aussi que bon, quand on sort de prison, même si on pense qu'on est accusé à tort, on peut être amené à tolérer. Hein, voilà, pardonner, comme l'autre l'a fait, comme le Sud-Africain Nelson Mandela l'a fait. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aujourd'hui? Oui, je n'ai jamais eu de sentiment de ne pas ressentir une certaine rancœur contre tel ou tel, et puis vous dites non, je mets tout ça derrière moi. C'est vrai que quand j'étais en prison, il y a des moments où j'avais ces sentiments de haine. Je m'insurgeais moralement contre ces personnes. Mais la vérité est bonne à dire, pour le moment, je n'ai pas de haine vers qui que ce soit, parce que je sais qu'il y a eu des amis que moi j'ai hébergés qui ont participé à ça pour me mettre dans ce problème. Mais je mets ça de côté, je cherche à avancer de l'avant. Avancer. Parce que la meilleure façon de répondre à ces gens, c'est de réussir. Si je réussis dans ma vie, ça sera un coup dur pour eux. Parce que après tout ce qu'ils m'ont fait, ils verront que malgré tout, j'ai survécu et j'ai beaucoup avancé. Donc c'est la meilleure réponse à ces gens. Voilà. Peut-être un petit message, peut-être un petit mot, je ne sais pas. En tout cas en 30 secondes devant la caméra pour finir cette émission. Donc je remercie toutes ces personnes qui m'ont soutenu de près ou de loin. Je voudrais qu'ils aient l'assurance que je n'en ai qu'une d'être insolvable envers eux. Je remercie parce qu'ils m'ont offert ce que tout autre homme doit recevoir. Tout ce que l'humanité peut donner à une personne, c'est la confiance, la compassion et le soutien moral. Donc je remercie encore ma famille qui est restée toujours là, qui ne m'a pas abandonné. Je remercie les amis et les personnes de bonne foi qui ne m'ont jamais connu, mais qui se sont précipités, qui ont laissé des messages chaleureux à travers les réseaux sociaux à l'annonce de ma libération. Ils m'ont soutenu financièrement, même avant que je ne sois en prison. Il y a des bonnes personnes qui allaient en famille, qui donnaient quelque chose à ma famille, ou voyaient une personne qui me connaissait et lui donnaient, va lui remettre à mon nom. Donc je remercie encore les avocats. Je ne vais pas manquer de les remercier parce qu'ils se sont battus, ils étaient professionnels. Ils nous ont défendus malgré tout. Je sais que beaucoup d'entre eux ont eu des problèmes avec les magistrats après qu'ils aient décidé de nous défendre contre vents et marées. Et il y a eu même certaines qui ont eu des problèmes lors du débat, comme notamment Maître Béa, qui a eu une fracture, mais ça ne l'a pas empêché de venir plaider. Il avait la main plâtrée, il est venu. Il y avait le doyen Bachir, âgé, avec son âge, il a tenu du début à la fin. Et tous les autres avocats, je sais qu'ils avaient des dossiers où ils pouvaient gagner beaucoup plus, mais ils ont abandonné tout. Ils ont consacré 90% de leur temps à notre dossier. Et surtout que certains d'entre nous n'ont même pas pu payer les avocats, d'autres n'ont payé que la moitié. Donc ces avocats sont à remercier et je demande à toutes les bonnes personnes qui m'ont soutenu, à ma famille, à toutes les personnes qui ont compati à notre situation, de bénir pour ces avocats, parce qu'ils le méritent. Merci beaucoup Agibou pour ce témoignage. À très bientôt. Merci beaucoup Ganga. Merci. Voilà mesdames et messieurs, c'était tout pour cette phase de témoignage de l'un des prisonniers dans le dossier à faire attaque contre le domicile du président Alpha Condé en 2011, qui aujourd'hui a bénéficié de la grâce du président de la République à l'occasion du nouvel an 2019, notamment bien entendu avec lui et l'autre prisonnière aussi connue, notamment Dame Fatou Badiar. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.